troisième et dernière heure avec Bernard de Montréal, mai 1983, sur le sujet de la sexualité. Maintenant, j'ai plusieurs questions écrites de la part du public ici, mais je l'avoue tout de suite en commençant que ça va moi aussi me permettre de poser d'autres questions d'une teneur qui sont très particulières et qui, s'ils étaient présentés comme étant venant du cerveau de Richard Glenn, il y a des gens qui diraient « Wow, que c'est ça ce gars-là ». Alors là, entre les lignes, des fois, je poserai la question écrite et d'autres fois, je poserai des questions assez spéciales. Merci. Quoi qu'il en soit, il y a déjà des questions assez spéciales qui sont déjà sur les papiers. Et elles sont toutes en rapport avec la sexualité, la naissance et... Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une femme a des ovules qui ne produisent jamais d'enfants? Des femmes non fertiles et non fertilisables. Lorsqu'une femme a des ovules qui ne produisent pas d'enfants, c'est parce que, comme je disais au début, l'ovule ne frémit pas. Lorsque l'ovule frémit, il attire vers lui le sperme. S'il ne frémit pas, à ce moment-là, il n'a pas de vitalité éthérique. La vie commence sur les sous-plans de la matière. La vie ne commence pas dans la matière. La matière, c'est le support de la vie. Alors, dans les sous-plans de la matière, s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de vitalité, s'il n'y a pas cette énergie qui est cosmique, à ce moment-là, la matière est neutre. Elle n'est pas fonctionnelle. À cause de quoi ça se produit comme ça? Ça, encore, ça fait partie des lois karmiques. C'est dans son destin, autrement. C'est dans son destin, oui. Et comment... Ça fait partie de ses souffrances en tant qu'ego. Ça peut faire partie de certains abus qui ont été vécus dans d'autres vies. Il y a toutes sortes de raisons. Il faut, quand on considère la vie de l'homme dans son expérience, il faut toujours voir sa vie en fonction, comprendre sa vie, en fonction de son passé. C'est impossible d'avoir un portrait clair de la vie de l'homme, un portrait intelligent de la vie de l'homme, quelles que soient les expériences, si on n'a pas une compréhension des relations entre cette vie et son passé. L'homme vit des cycles d'expérience, et ces cycles d'expérience qui font partie de la mémoire accumulative de l'âme sont nécessaires à l'évolution de l'âme. Et il y a des hommes ou des femmes qui, dans le passé, ont violé les lois de la vie à un certain niveau et, dans une autre expérience, doivent rebalancer l'énergie qui manque pour leur évolution. Quelles sont les lois de la vie? Les lois de la vie sont très complexes. Elles font partie du domaine de l'esprit. On ne peut pas expliquer les lois de la vie d'une façon catégorique ou philosophique. Sans ça, on fait de la philosophie avec ça. Mais les lois de la vie sur le plan universel, si on les regarde dans un cadre très simple, relèvent du pouvoir de l'esprit de manipuler les plans inférieurs de l'homme. Autrement dit, si la lumière de l'esprit, la lumière de l'intelligence, peut pénétrer les plans inférieurs de l'homme, dont le mental, l'astral, le vital et le physique, il y a harmonie entre l'homme et ces plans-là. S'il y a une désharmonie entre cette énergie-là et l'homme, à cause de l'égocentricité de l'homme, à cause de son ignorance, à cause de son manque d'expérience, son manque d'évolution, à ce moment-là, il y a violation des lois de la vie, c'est-à-dire qu'il y a violation des lois de l'esprit. Donc, il y a assujettissement chez l'homme du pouvoir de l'âme, qui est le pouvoir de la mémoire, sur son ego. Et à ce moment-là, l'homme doit vivre une expérience pour corriger ceci, afin qu'éventuellement le corps mental, le corps astral, ou les autres corps, mais surtout le corps mental et le corps astral, parce que ce sont les corps de conscience, soient ajustés à la vibration de la vie. L'évolution future de l'humanité, la prochaine évolution, la 6e race, sera une évolution qui permettra à l'homme d'être dans une
plus grande harmonie avec les lois de la vie parce que l'homme, pour la première fois, aura contact télépathique avec l'intelligence. Donc, à ce moment-là, l'homme aura une conscience autre. Donc, sa conscience, éventuellement, ne sera plus expérimentale, elle sera totalement créative. Alors, l'homme, c'est pour ça qu'on dit que l'homme, demain, dans la nouvelle évolution, les hommes seront les fils de la lumière. Ils ne seront pas les fils de l'homme. Ils seront les fils de la lumière. Ceci veut dire qu'ils seront en harmonie avec les lois de la vie. Donc, ils auront en eux le pouvoir de la vie. Ils vivront selon cette loi, cet esprit. Est-ce que ça fait référence aussi au texte de la Bible quand on dit « Et les enfants à cette époque auront la connaissance ». Oui, c'est ça. Les enfants à cette époque auront la connaissance. Ils seront dans l'intelligence. Il y aura connexion entre le mental inférieur de l'homme, qui est un mental planétaire, et le mental supérieur de l'homme, qui est le mental cosmique. Encore une fois, là, par rapport à la sexualité, pourquoi dit-on faut être semblable aux enfants pour entrer au royaume des cieux? Et une des caractéristiques des enfants sur le plan sexuel, c'est qu'ils n'ont pas de sexualité fonctionnelle pour la procréation. Il faut faire attention aux analogies. C'est très dangereux, les analogies. Quand on dit qu'il faut être semblable aux enfants, c'est-à-dire qu'il faut être simple en esprit, c'est-à-dire ne pas bloquer le chemin de l'énergie à travers le mental, parce que les enfants n'ont pas un ego suffisamment structuré pour bloquer subjectivement l'énergie. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dans un autre sens, parce que même les enfants sont inconscients. Qu'est-ce qui arrive lorsque une femme donne naissance à un bébé mongol ou difforme? C'est encore dans son karma, mais sur le plan de l'énergie sexuelle qui passe dans l'ovule, inséminée par le spermatozoïde, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui naissent difformes? Sur le plan de l'ovule, oui, c'est que si l'enfant naît mongol, il a fallu qu'au niveau de l'ovule... Si l'homme pouvait regarder dans ce qu'on peut appeler le domaine de l'éther, dans le supplant de la matière, il verrait que la construction génétique d'un être humain est le produit de la manipulation vibratoire de cette énergie-là. L'esprit, c'est de l'énergie. L'esprit, c'est de l'énergie. Donc, l'esprit vibre, il rayonne, et en rayonnant, il affecte la structure génétique. Donc, l'esprit peut très facilement créer un désordre dans la structure génétique. C'est le karma de l'homme. Donc, il n'y a pas que l'astral qui soit contaminé, mais il y a l'esprit qui peut être contaminé aussi et qui fait des désordres. Non, l'esprit ne crée pas de désordre par contamination. L'esprit crée un désordre pour permettre à l'ego d'évoluer pour une expérience qui est conforme à la mémoire de l'âme. Si l'ego, dans le passé, a vécu des expériences, exemple, c'est toujours mieux de donner des exemples simples. Si, par exemple, dans une période historique quelconque, une femme ou un homme a maltraité un enfant, infirmé un enfant, l'homme était très primitif, très barbare dans le passé. On peut s'imaginer ce qui se passait. À ce moment-là, dans une autre incarnation, ce même personnage devra vivre une expérience conforme à ce qu'il avait auparavant vécu. Ce sont les lois d'équilibre, ce sont des lois. Si ces lois n'existaient pas, il n'y aurait aucune progression, il n'y aurait aucune évolution. Si l'homme ne vivait pas, et heureusement que l'homme vit son karma à de très longues périodes, à de très longues échelles, parce que si l'homme vivait son karma dans l'instantané, la civilisation ne pourrait pas continuer à évoluer. L'esprit ne peut pas être présent instantanément dans l'équilibration des lois de son énergie. Donc, l'homme subit des périodes d'incarnation et ça fait partie des lois d'évolution et c'est absolument nécessaire. Que pensez-vous de l'avortement? J'ai déjà parlé sur l'avortement. L'avortement, aujourd'hui, c'est une question qui est onéreuse pour le public, c'est une question qui est onéreuse pour ceux qui dirigent les mœurs ou les pensées religieuses ou les pensées philosophiques dans le public. Parce que l'homme ne comprend pas les lois de la vie. L'homme met dans la vie
de l'importance où il n'y en a pas et il n'en met pas où il y en a. D'abord, l'homme ne sait pas quand commence la vie. L'homme pense que la vie, que l'être humain commence, que l'âme, elle est descendue dans l'être humain lorsque celui-ci est au stage embryonnaire. Ce n'est pas le cas. Il faut aller sur les autres plans. L'homme manque de sensorialité, il manque d'extrasensorialité pour voir que l'âme descend dans l'être humain quand il commence à respirer. Donc, dans le phénomène de l'avortement, il y a toute une situation d'évolution psychologique et philosophique qui fait partie de l'expérience de l'homme. Moi, je ne peux pas en public avouer pour une conclusion ou pour une autre. Je m'en remets constamment aux décisions qui sont prises universellement dans le monde, soit par les gouvernements, soit par le Vatican, pour des raisons qui font partie de l'intelligence que j'ai d'un certain ordre qui doit être maintenu dans le monde. Comme j'ai déjà dit, j'approuve, je suis en accord avec les décisions, par exemple, du Vatican vis-à-vis le comportement de la femme vis-à-vis l'avortement. Pourquoi? À cause de l'inconscience dans les pays sous-développés. Mais si je parle en mon nom, ou si je parlais en mon nom dans une chambre privée, à ce moment-là, il est évident que j'expliquerai l'avortement d'une façon autre parce que je sais que l'âme, autrement dit la partie essentielle de l'homme, devient affective, autrement dit, devient importante dans l'expression matérielle de la chair lorsque l'être respire, autrement dit, lorsqu'il sort du corps humain. Mais c'est le plus loin que je peux aller dans cette question. Qu'est à nous à se dire qu'on pourrait quand même éliminer un fœtus puisque ce n'est pas encore un être humain? C'est à l'être humain. D'ailleurs, c'est l'être humain individuellement au cours des années, au cours des générations qui prendra cette décision. Moi, je connais très bien beaucoup de gens qui prennent leurs décisions et qui ne souffrent pas de culpabilité vis-à-vis de l'avortement, ainsi de suite. Mais parler ou faire référence à certains individus et faire référence à une très grande majorité dans le monde qui n'est pas encore arrivée à un stage d'autodétermination vis-à-vis de leurs pensées, ainsi de suite, des masses et des millions de personnes, d'hommes et de femmes qui sont encore très spirituels, très religieux et que l'on doit respecter dans leur état psychologique. On ne peut pas avancer des connaissances profondes et occultes et créer pour ces masses ou pour la hiérarchie qui essaie de les bien guider dans un certain chemin, bien qu'il soit plus ou moins aveugle, ce chemin, parce qu'éventuellement, l'homme doit prendre en main sa propre destinée. C'est l'homme lui-même, en tant qu'individu, qui a découvert sa destinée, qui doit être capable de prendre ses propres décisions par lui-même. Mais comme la majorité des hommes de la Terre ne sont pas capables de prendre par eux-mêmes leurs décisions, il n'est absolument pas bon ou magnanime qu'un homme impose des vues. En tout cas, moi, je ne peux pas le faire. Impose des vues qui iraient à l'encontre des sentiments profonds de ces êtres, et ces sentiments doivent être respectés. Que pensez-vous de l'insémination artificielle et par extension, je parlerai des formes d'insémination provoquées et voulues, comme dans le temps d'Adolf Hitler quand il disait que l'ordre des SS devait engendrer la race pure aryenne qui accouplait les hommes forts physiquement, beaux, etc. Avec une insémination artificielle dans un régime nazi, dans un régime totalitaire, dans un régime qui est l'expression dans le monde d'un dévionisme ésotérique, parce que le nazisme, c'était du dévionisme occulte, ésotérique. Ça peut être très dangereux et nous avons les preuves à l'appui. Mais dans le cas d'une science qui essaie de soulager les souffrances de certaines femmes qui veulent des enfants, c'est une technique qui est absolument remarquable et qui éventuellement prendra de plus en plus de place dans l'esprit de la civilisation. Arriver à contrôler la qualité des bébés qu'on produit, comme on produit une qualité supérieure maintenant de télévision couleur, est-ce que ça ne devrait pas être justifiable dans notre système où on vise à l'amélioration continuelle du produit fini? L'homme tente théoriquement de s'assurer du pouvoir scientifique et technologique visant à
récupérer dans les structures génétiques un bon potentiel et éliminer le mauvais potentiel. Ceci fait partie de la science de l'avenir. Il y aura certainement des individus qui feront des erreurs parce que la technologie n'est pas suffisamment à point, mais ces erreurs ne seront pas en général le produit d'une déviation psychologique de la part de l'establishment scientifique. Que pensez-vous donc de l'insémination artificielle? Qu'est-ce qui se produit sur le plan cosmique lorsqu'on utilise, on sort de la congélation du sperme et puis on l'utilise sur un ovule? Qu'est-ce qui s'est passé dans la période de congélation? C'est la même chose. Il y a des milliards et des milliards d'âmes de l'autre côté qui veulent descendre dans la matière. Vous savez, descendre dans la matière aujourd'hui, à la fin du cycle tel que le nôtre, c'est un peu comme aller au forum quand les Rolling Stones sont là. Tout le monde veut y aller. Alors, sur les autres plans, ils sont très, très empressés de descendre. Et si un scientiste sur le globe essaie des techniques, il est évident qu'il va recevoir de l'aide, de l'inspiration des autres plans, parce que ça fait partie de la relation occulte, inédite, hermétique et très voilée des relations entre le cerveau humain et la science du devenir, qui fait déjà partie, qui est à un très haut niveau dans les mains de certaines intelligences qui travaillent dans les plans astraux. Alors, il n'y a pas de problème là non plus. Plus l'homme peut avancer la science, plus l'homme peut aider à l'épanouissement de la science, du moment qu'il s'en sert avec intelligence, plus il y a de possibilités et plus il y aura de fruits. Mais c'est là où l'homme commencera à transmuter la matière génétique, comme il a fait au niveau de l'atome. C'est là qu'il s'apercevra que ce n'est pas aussi facile. Vous savez, les scientistes nucléaires ont pendant quelques années espéré pouvoir facilement transmuter les matières, le plomb dans un autre médium, et ainsi de suite. Et ils se sont aperçus que les matières atomiques sont très instables. Et pourquoi elles sont instables? Parce que pour qu'une matière atomique soit ou demeure ou maintienne sa stabilité, il faut que son ton, sa tonalité soit altérée. Et l'homme ne peut pas altérer le son de l'atome. Pour altérer le son de l'atome, il faut changer de plan. Donc, tant qu'il n'y aura pas de science intégrale sur la Terre, l'homme ne pourra pas changer le plomb en or ou changer le cuivre dans un autre métal parce qu'il n'a pas accès au ton, au son de l'atome. Et c'est encore pire au niveau de la génétique humaine. Avant que l'homme puisse réellement stabiliser le réseau génétique et imputer à la matière une fraction de ce qu'il veut, ça prendra des années. Et déjà, nous serons arrivés dans un autre cycle. Nous sommes arrivés au 21e siècle. Et déjà, la hiérarchie, à travers les scientistes occultes de l'humanité, du nouveau gouvernement, travaillera avec ces hommes-là. Vous utilisez le terme génétique depuis tantôt. Les gènes, justement, le génie vient des gènes. Qu'est-ce que c'est que ces fameux gènes? Le génie vient... Ça, c'est très touchy, Le génie vient des gènes. Le génie ne vient pas des gènes. Même des fois, les gènes gênent le génie. C'est que les gènes sont un support matériel pour l'énergie. Et lorsque vous avez des hommes qui ont du génie, leur génie n'est pas le produit ou n'est pas causé par leur nature génétique. Leur génie, il est causé par leur sensibilité génétique à l'énergie astrale de haute vibration. C'est l'énergie, c'est la sensibilité de leur gène à l'énergie astrale ou à l'énergie mentale qui fait que ces hommes sont des génies. Ce ne sont pas leurs gènes. Quand Einstein est mort, on a essayé de faire des études sur son cerveau et on s'est aperçu qu'il avait un cerveau plus petit que le reste des hommes. Alors, il ne faut pas...
C'est dans la vibration, c'est dans les sous-plans de la matière génétique qu'on découvre véritablement, et ce sont les voyants qui sont les plus aptes à découvrir si un homme a du génie, parce que les voyants sont capables de voir les auras, ils sont capables de voir les lumières, la luminosité qui entoure le corps de l'homme. Et ce sont ces gens-là qui, des années d'avance, lorsque l'homme est au stage du biberon, qu'ils peuvent dire, bon, mais cet homme sera grand ou cet homme sera petit. Et lorsqu'on aura la science ou la confiance envers certains voyants qui seront efficaces réellement, est-ce qu'on ne pourra pas produire, comme par clonage, la répétition d'un concept de gènes qui sont sensibles et appropriés à la réception des énergies? Il sera permis à l'homme de faire du clonage sur le globe terrestre lorsque la hiérarchie sera en contrôle de l'évolution de la Terre, pas avant. Autrement dit, les maîtres d'œuvre, la présence du régent planétaire, celui qui porte le fardeau de l'évolution, celui qui raccorde les plans cosmiques avec le plan planétaire, celui qui pourra neutraliser les effets astraux sur la conscience de l'homme, lorsque ces êtres-là seront actifs au niveau de leur mandat, de leur statut universel sur la Terre. À ce moment-là, il sera permis à l'homme de commencer à investiguer les possibilités du clonage, parce que l'homme aura besoin de clones lorsqu'il commencera à voyager dans le système solaire, surtout lorsqu'il sortira du système solaire, parce que l'être humain ne peut pas, dans sa constitution présente, faire de très grands voyages dans le cosmos, parce qu'il n'a pas suffisamment de densité dans le corps astral. C'est pour ça que les scientistes ou les astronautes qui vont sur la Lune ont toutes sortes de maladies. Le corps astral n'est pas balancé, n'est pas stabilisé. Mais éventuellement, il y aura des hommes, des clones, qui, dans le fond, seront des robots génétiques créés par cette science qui pourront faire des tâches que l'homme n'aura pas à faire. Mais l'homme ne fait pas ce qu'il veut. Le scientifique ne fait pas ce qu'il veut dans l'évolution. Lorsque le scientifique aura découvert l'origine de ses pensées, lorsqu'il verra qu'effectivement, quand il pense telle pensée, cette pensée vient d'un raccordement avec un plan parallèle, il verra que c'est le gouvernement invisible qui décide les étapes de l'évolution scientifique sur la Terre. Mais ce temps vient, il n'est pas loin. Dans combien de temps? Il n'est pas loin. Pas loin pour moi, c'est peut-être loin pour vous, mais c'est pas loin. Que pensez-vous de la vasectomie, mais par extension des hommes vasectomisés ou qui n'ont pas la prostate, ou des femmes qui se font faire la grande opération, ont l'impression par la suite de ne plus être réellement homme ou plus réellement femme? Est-ce qu'il se passe réellement quelque chose à un autre niveau? Bon, je doute que les hommes se plaignent de perdre leur masculinité, que les femmes soient affectées sur le plan de leur santé. Oui, d'ailleurs, dans un couple, s'il y avait, naturellement, c'est un problème de sensibilité aussi. Mais dans un couple, s'il devenait nécessaire à cause encore de l'inconscience du couple, parce que c'est un couple qui est conscient n'a pas besoin de se faire couper, mais si un couple était inconscient à ce moment-là et qu'il devenait bon pour le couple, pour la femme, pour le soulagement de la femme, de ne pas vivre cette anxiété vis-à-vis une procréation non désirée, à ce moment-là, c'est mieux que ce soit l'homme qui passe par le couteau que la femme, parce que la femme est beaucoup plus complexe, est beaucoup plus sensible, ses tissus sont différents, ses tissus ont un breathing rate, comme on appelle en anglais, qui est très différent de celui de l'homme. Chez l'homme, c'est purement mécanique, tandis que chez la femme, c'est un être très compliqué au niveau de la génétique, surtout en ce qui concerne les parties vaginales. Donc, il faut moins troubler cette section de son corps physique. Alors, ça relève d'une certaine générosité de l'époux pour l'épouse. Comment une personne peut-elle réagir dans une société où c'est le macho, le super mâle qui domine, comme en Orient? Le quoi? Le macho. Le macho? Macho, ça veut dire le mâle au bout. Je vais le comprendre dans quelques minutes. Et qui, pour des raisons médicales, est obligé d'avoir des opérations aux organes et qui fait qu'après, il ne peut plus être aussi efficace. Me répéter? J'ai perdu le macho, là.
Je vais la lire intégralement, la question ici. Quand l'ablation de la prostate se fait, soit en partie ou complète, quelles en sont les conséquences au point de vue du comportement de l'homme? Quelle est sa réaction? Quand sent-il psychologiquement devant une société de super mâles, par exemple, les machos? Quelles sont en fait les conséquences d'une telle souffrance mentale reliée à son physique? Le physique et le mental qui sont reliés par le fait que l'être humain est diminué biologiquement. Je doute que la majorité des hommes se sentent diminués. Dans l'expérience, peut-être, on peut sentir une sorte de diminution biologique parce que perdre quelque chose qu'on possède, c'est normal. Si on le perd, on se sent diminué. Mais je suis sûr qu'après un certain temps, l'homme ne pense plus à ceci et qu'il n'est pas affecté dans sa psychologie. S'il est très macho, à ce moment-là, peut-être qu'il est affecté dans sa psychologie parce que le macho, c'est un homme qui a une certaine vanité de son mâle, c'est un homme qui a une certaine vanité de son rôle, c'est une sorte de Dieu, c'est-à-dire qu'il se place lui-même sur un piédestal, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour le mettre là, et automatiquement, il peut psychologiquement perdre confiance un peu dans son appétit personnel. Le macho s'aime, hein? Il s'aime. C'est un peu comme celui qui se regarde dans la glace. Il a des qualités que les autres hommes n'ont pas, et ainsi de suite. Mais ça fait partie de son imagination aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui mettent les machos à leur place, et lorsqu'un macho se fait mettre à sa place, laissez-moi vous dire qu'il dégringole beaucoup plus vite que l'autre qui ne l'est pas macho. Plus on est macho, moins on est macho après, vous savez? Là, vous parlez de celui qui s'aime. Justement, on associe très souvent la masturbation à celui qui retourne l'énergie sexuelle sur lui-même, vers lui-même. On a souvent associé la masturbation à du vice. Et Non, la masturbation, naturellement, a été associée à du vice parce que dans le passé, ce n'était pas l'avantage de certaines communautés ou de certaines... mais sur le plan moral, je veux dire. Mais sur le plan de l'expérience, la masturbation, c'est normal. C'est le moralisme qui crée le doute dans celui qui se masturbe. Le singe qui se masturbe dans le cirque, qui ne se casse pas la tête avec vos doctrines philosophiques. Pourtant, il le fait devant vous avec tout l'égard qu'il a pour votre personne. Donc, chez l'homme, c'est la même chose. Il se masturbe parce qu'il doit canaliser une certaine énergie sexuelle dans une expérience où il manque d'un partenaire. Mais il ne faut pas se masturber toute la vie. À un certain moment, il faut arrêter, il faut se chercher une femme, il faut se chercher un partenaire. Sinon, on souffre psychologiquement. Il y a des cas, par exemple, particuliers. Par exemple, vous avez le célibataire endurci qui vivra sa sexualité dans le rêve ou qui vivra sa sexualité sur le plan de la masturbation. Mais s'il est mûr, c'est-à-dire que s'il n'est pas criblé par le moralisme et la culpabilité qu'engendre le moralisme, il vivra sa masturbation et il n'en souffrira pas psychologiquement. Sinon, il en souffrira psychologiquement. Le problème avec la masturbation, c'est que si vous n'avez pas les épaules suffisamment fortes pour supporter moralement votre action, mais à ce moment-là, vous en souffrez. Si vous avez les épaules suffisamment fortes, vous n'en souffrirez pas et vous vivrez votre vie en tant que... on dit très souvent que la sexualité débute par la découverte de ses organes. Excusez-moi, je fais oui. Si on regarde les problèmes de la sexualité ou les aspects de la sexualité, de mon point de vue, je reviens toujours au même point central. Si l'homme n'a pas de culpabilité, si l'homme a un mental sain, si l'homme est solide dans sa psychologie, dans son être, s'il a l'intelligence de son action, s'il comprend son action à ce moment-là, même si son action est marginale, et ne fait pas de dommages à la société, et lui, il la vit selon son expérience. C'est ça un peu le point. C'est pour ça que je dis souvent,
qu'un homme qui vit sa vie sexuelle, la vie sexuelle d'une personne, d'un homme, d'une femme ou d'un couple, c'est quelque chose qui est totalement intime. Et si c'est intime, alors automatiquement, l'homme, le couple ou la femme doit être suffisamment mûr pour ne pas se laisser influencer par les doctrines moralistes qui viennent de l'extérieur et qui risquent d'affaiblir la fondation de leur psychologie sexuelle. Là, comme vous dites, les écoles, on est pris actuellement par le problème d'enseigner la sexualité. Où voyez-vous l'intervention de maîtres dans l'apprentissage de la sexualité, comme on trouve tout à fait naturel l'intervention de maîtres dans l'apprentissage de faire des tartes aux fraises? Quand vous parlez de maître, vous parlez d'enseignant? D'enseignants, de maîtres, Maître. sur le plan des techniques, sur le plan des connaissances. Un enseignant et un maître, c'est très différent pour moi. Un enseignant, c'est un homme qui enseigne dans l'école la sexualité, qui est gouverné par une convention décrétée par le gouvernement. Il y a une forme là. Alors cet homme-là, il fait de son mieux selon ce qu'il connaît de la psychologie de la sexualité, parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'enfants qui n'ont pas accès à de l'information, parce que les parents ne sont pas prêts émotivement ou mentalement à véhiculer cette information. Donc, c'est bon que ces enfants comprennent un peu la mécanicité de la sexualité. Mais ce n'est pas parce que la sexualité est enseignée dans ces cadres scolaires qu'elle est nécessairement meilleure qu'une sexualité qui serait amorcée dans son enseignement à la maison. C'est très complexe ce problème-là, parce que dans une maison, moi j'ai un enfant, j'ai une petite fille qui est très sensuelle de nature, et j'observe sa sensualité, je l'observe dans son comportement, je la regarde avec mon intelligence, je ne la regarde pas avec mes émotions. Je la regarde avec mon intelligence, et lorsqu'elle fait quelque chose, souvent elle a des petites amies et ainsi de suite, lorsqu'elle fait quelque chose, je vais en moi-même et je me parle. Et je reçois l'information, et si ça me répond, elle est bien, laisse-la vivre son expérience, je la laisse. Si on me fait faire une remontrance quelconque, je la fais, mais toujours avec excusez-moi, je suis coupé, alors je ne peux pas parler. Je vais revenir dans une minute. Toujours avec le respect de sa personne. Je ne peux jamais m'imposer à elle. Je ne peux jamais être moraliste. Je peux lui expliquer des modalités de son évolution, et ainsi de suite, mais je ne peux jamais être moraliste. Il m'est impossible avec elle, à cause de la fusion, d'être moraliste. Donc, elle va apprendre, elle va tâtonner, elle va apprendre et elle va grandir, mais relax. Il faut qu'elle grandisse relax dans son mental et dans son émotionnel vis-à-vis de sa sexualité. Donc, lorsqu'elle aura 14, 15, au fur et à mesure que les questions deviendront plus complexes, elle aura toujours la capacité de venir à moi ou de venir à sa mère et d'avoir de l'information qui sera toujours libre. Donc, elle ne se sentira jamais dans une situation où elle peut être piégée, où elle peut perdre face. Elle aura toujours la réponse qui lui convient. Donc, à ce moment-là, plus elle va grandir, plus elle aura ou vivra une sexualité intelligente et non libre. Il y a une différence entre une sexualité intelligente et une sexualité libre. Les gens aujourd'hui parlent de sexualité libre, mais ce n'est pas une sexualité intelligente. Une sexualité intelligente, c'est une sexualité qui est libre dans l'intelligence et automatiquement libre dans le matériel, libre dans l'émotion, ainsi de suite. Tandis qu'une sexualité qui est libre dans le cadre de l'inconscience de l'homme peut comporter dans sa vie matérielle, dans sa vie émotionnelle, dans sa vie mentale, des dangers. Il y a des gens qui vivent une sexualité libre, mais qui sont infestés de parasites. Alors, si une personne ne vit pas sa sexualité d'une façon intelligente, elle peut courir des risques, même si cette sexualité, elle est libre. Donc, moi, je n'opte pas pour une sexualité libre, mais j'opte pour une sexualité intelligente. Mais l'intelligence de la sexualité, elle est toujours conforme à l'intelligence de l'individu et non à l'intelligence de la race. Au début de cette intervention, vous nous avez parlé de la différence entre le maître et le professeur de sexualité et le maître de sexualité.
Le maître de la sexualité, c'est une autre étape dans l'évolution de l'homme. Il y a des hommes qui, en passant par des maîtres qui leur donneront certains enseignements sur la sexualité, vont dépasser le blocage psychologique, le tabou occidental de la sexualité, pour pénétrer dans une sorte de liberté sexuelle qui fait partie de la sexualité orientale. Donc, à ce moment-là, il y a l'ébauche d'une liberté, il y a l'ébauche d'un mouvement créatif vis-à-vis de la sexualité, mais un maître demeure toujours un maître. Donc, l'individu qui va vers le maître, si un jour n'en arrive pas, lui, à sa propre intelligence, sera toujours dominé par l'astralité du maître. C'est-à-dire que le maître, conforme aux lois de l'évolution, aidera l'être à aller plus loin dans la reconnaissance de sa conscience sexuelle, mais pourra aussi empêcher l'être de découvrir l'intelligence de sa sexualité. Donc, cet être demeurera toujours un disciple d'un maître quelconque qui enseigne certains aspects d'une sexualité orientale, et ceci peut éventuellement le bloquer parce qu'il fera de la sexualité une philosophie. Et la sexualité, ce n'est pas une philosophie. La sexualité, c'est un acte généreux de la conscience créative dans l'homme à travers le plan physique pour le bien-être et l'équilibre du plan mental et du plan émotionnel. Et si l'on fait de la philosophie à la sauce occidentale ou à la sauce orientale de la sexualité, on diminue la nature de notre énergie, c'est-à-dire qu'on contamine éventuellement notre sexualité parce qu'on la colore par notre astral. Autrement dit, on lui enlève la substance supramentale pour lui donner une coloration mentale ou astrale qui éventuellement peut très très bien devenir une sorte de sodomie dans l'expérience matérielle. Et je sais très bien qu'il y a de la sexualité vécue ou exprimée par des maîtres qui devient transposé dans un contexte occidental et qui devient une forme de sodomie, donc qui devient une exploitation de la nature animale pour le bénéfice du désir de l'ego, ce qui est contre la nature de l'esprit. Justement, que dire de ces relations père-fille, mère-fils dans la même famille, ou les mononcles qui se mêlent de l'éducation et de la pratique avec les enfants puis tout le reste? Il y a des lois sociales très rigides concernant cette sexualité. Et souvent, cette sexualité, elle est imposée à des jeunes et sous le joug de la crainte, sous l'empire de la dénonciation, auront peur de livrer publiquement leurs partenaires, qui sont souvent des oncles ou des parents, et ainsi de suite. Et ceci, c'est dommage, mais il y a déjà une grande surveillance, où il y a déjà dirigé dans notre société québécoise des tribunaux qui se servent de leur pouvoir judiciaire pour corriger ces situations. Malheureusement, il y a trop d'enfants qui vivent sous le règne de la terreur dans les foyers, et ces situations existent et continuent et détruisent la fabrique sociale de la famille et détruisent la fabrique psychologique de l'individu, du jeune enfant. Et éventuellement, ces enfants-là deviennent tellement faibles dans leur psychisme qu'ils peuvent facilement devenir pervertis et encore détruire la fabrique sociale de leur communauté. Par ailleurs, est-ce qu'il pourrait y avoir des interventions d'adultes? Je veux ajouter quelque chose, si vous m'excusez. Dans le domaine de la perversion sexuelle, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où l'influence est extérieure et l'aspect où l'influence est intérieure. Et je marque d'un trait très défini cette différence. Là où l'individu est affecté, influencé de l'extérieur sur sa sexualité, il doit y avoir réprobation sociale. Autrement dit, il doit y avoir dans la société un corps qui vise à corriger ses excès. Là où il y a influence interne, à ce moment-là, il y a aussi un autre corps dans la société qu'on appelle le corps psychologique, les psychiatres, les psychologues, ainsi de suite, les éducateurs. Et au fur et à mesure que ces êtres-là iront plus loin dans leur recherche personnelle, dans leur recherche individuelle, dans leur compréhension
en dehors des cadres académiques, lorsqu'ils oseront voir et regarder avec des yeux nouveaux, à ce moment-là, ces êtres-là aideront beaucoup à corriger les excès de la sexualité qui est devenue perverse, mais par influence intérieure. Donc, je respecte un homme qui souffre dans sa sexualité à cause de l'influence intérieure astrale, mais un homme qui souffre dans sa sexualité à cause de l'influence extérieure, ou un homme qui influe sur un jeune de l'extérieur, à ce moment-là, si moi j'étais dans le tribunal, je serais extrêmement sévère pour que la société ou ceux qui vivent ces expériences puissent réellement reconnaître qu'il y a déviation dans leur psychologie. Se pourrait-il qu'il y ait des interventions vis-à-vis des jeunes de différents âges de la part d'adultes maîtres dans la sexualité? On s'est aperçu dans des centres de rééducation que des enfants qui étaient hyper agressifs ou délinquants qu'on appelle, ou surdoués, qui, par l'utilisation de l'énergie sexuelle, rééquilibraient leur champ d'énergie. Un être qui est hyper, comme vous dites, il est hyper où? Il est hyper dans le mental, il est hyper dans l'astral ou il est hyper dans le physique? Alors c'est évident que si un enfant, une personne est hyper et qu'elle canalise cette énergie, elle pourra se réajuster. C'est très juste. Mais la sexualité, ce n'est pas la seule. Il y a le danger, il y a un danger très présent dans l'utilisation de la sexualité pour canaliser cette énergie qui est un surplus d'énergie. L'homme doit canaliser son énergie non pas seulement sur le plan sexuel, il doit la canaliser sur le plan astral, sur le plan mental. Donc, chez les gens qui sont hyper, on devrait leur donner des activités qui sont à la fois sexuelles, à la fois créatives astrales et à la fois créatives mentales pour que les trois plans se développent à la fois. Sinon, on devient un spécialiste de la sexualité. On devient un être qui ne vibre qu'à ça. Moi, je connais un type qui ne vibre qu'à ça. Il ne pense qu'à ça. Chaque fois qu'il me voit, il est totalement dépourvu. Il me dit, j'ai une amie de fille, il en tremble. Vous vous imaginez, il en tremble, la peau, il a la chair de poule. Ben, c'est une souffrance. Alors je lui dis, va faire du football, construis une maison, fais du cheval. Je veux dire de l'équitation. On doit se rendre compte d'une chose, c'est que la sexualité, c'est un conditionnement. Parce que si vous envoyez des hommes en prison qui sont des machos, un coup rendus en prison, entre eux autres, ils vont se retrouver à devenir homosexuels. On reconnaît que dans des prisons d'hommes, il y a Je vais beaucoup vous en parler de d'homosexualité. ceci parce que c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de faire une conférence dans une prison Sainte-Anne-des-Plaines. Et je ne suis pas allé. Et j'aurais aimé aller parce que ça aurait été intéressant pour les gens qui sont là. Mais ce qui se produit, et ça c'est intéressant, ça revient à ce que nous disions. Quand je dis que l'esprit est neutre, et lorsque l'esprit ne peut pas fonctionner d'une façon normale dans la caractéristique positive du mâle, il fonctionne normalement dans la caractéristique négative de la femme. Donc, dans une prison où les portes sont vouées pendant une très longue période à neutraliser l'activité sexuelle normale de l'homme, l'esprit, l'énergie, va se canaliser dans une autre fonction. C'est pour ça que c'est très important. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas, mais au Canada, dans les prisons, on devrait permettre, dans des conditions saines, que les hommes aient accès à une femme à tous les 2 semaines, je ne sais pas. On devrait permettre que l'homme ait accès à la femme. Et ceci réduirait les problèmes d'homosexualité dans ces prisons. Mais on ne peut pas blâmer ces hommes pour vivre l'homosexualité parce que l'énergie se recanalise. Si vous changez le lit d'une rivière, l'eau ira ailleurs. L'énergie doit passer. Et si elle ne passe pas, ça devient dangereux. Et c'est à ce moment-là que ça peut aller à la tête.
Et quelqu'un qui viendrait de très très loin, qui vit sur d'autres planètes, d'autres types de sexualité, arriverait sur la Terre et se dirait, vous autres sur votre planète bleue, vous êtes dans une prison où vous devez vivre votre sexualité de telle manière, mais vous ne savez pas, mais il y a d'autres manières de la vivre, votre sexualité. Il y a des prisons qui ne sont pas juste limitées par 4 murs avec des barreaux dans les fenêtres. Je crois que la sexualité aujourd'hui sur notre planète, surtout dans le monde occidental, à cause de notre tradition judéo-chrétienne, le moralisme, l'imposition d'une doctrine de vie, ainsi de suite, qui n'est pas conditionnée par le jugement personnel comme nous trouvons dans le bouddhisme. C'est une hiérarchie qui nous impose de penser de telle façon. Alors, dans un monde tel que le nôtre, il est grand temps que les hommes apprennent à comprendre que la sexualité, c'est une œuvre intérieure, c'est l'utilisation interne de notre propre énergie, et nous avons le droit de la vivre comme nous voulons, mais nous devons aussi respecter l'humanité ambiante. Et si nous pouvons faire ceci, nous pouvons nous dégager de la culpabilité, parce que prendre sur soi la règle du jeu, prendre sur soi le jugement de notre action, requiert que nous ayons un esprit très fort, que nous soyons très centriques. Vous savez qu'un homme qui est centrique ne souffre jamais de la société. Un homme centrique ne souffre jamais de la religion. Un homme centrique ne souffre jamais de la psychologie ou de la philosophie contemporaine. Un homme centrique est dans sa propre intelligence, c'est-à-dire qu'il va regarder autour de lui les différentes religions, les différentes philosophies, et il va dire, oui, ça a du bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Lui-même, il fait le nettoyage, mais lui-même n'a aucun besoin de ces systèmes. Donc, à ce moment-là, sa sexualité, sa vie intérieure, tous les aspects de son activité créative, si vous voulez, sur un plan plus bas, tel que le plan sexuel, relèvent de son propre jugement, lui, de sa propre vitalité, de sa propre harmonie, et il est bien dans la façon dont il vit sa vie sexuelle. Et les hommes doivent aujourd'hui commencer à comprendre ceci, sinon les hommes souffriront pendant longtemps de leur sexualité, et s'ils souffrent trop de leur sexualité, ils ne pourront pas engendrer dans le mental et dans le corps astral une suffisante harmonie pour être bien dans leur peau. Et je sais que beaucoup d'hommes dans la société occidentale souffrent dans leur sexualité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pourquoi je vous disais, dans la démarche que je commence bientôt, aussitôt que j'aurai le temps, un des grands mouvements que je ferai dans le monde occidental, c'est d'expliquer d'une façon finale ce qu'est l'homosexualité et tous les aspects, les autres aspects de la sexualité qui n'est pas comprise chez l'homme, et je lancerai ça dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud. Je ferai connaître et comprendre une fois pour toutes qu'est-ce que c'est la sexualité et quelle est la relation entre l'ego, sa sexualité et son intelligence et son émotion. Et l'homme qui pourra commencer à vivre et à percevoir, parce que les gens qui souffrent dans leur sexualité ont de l'intelligence. D'ailleurs, tous les hommes ont de l'intelligence. Mais si les hommes peuvent sentir, vibrer dans leur intelligence un peu avec la mienne, ils verront qu'il y a des clés dans cette instruction, et peu de temps s'en faudra-t-il pour qu'ils commencent à comprendre leur souffrance et ne plus souffrir de leur sexualité, quelle qu'elle soit. Encore une fois, quand vous utilisez le mot homme depuis tantôt, c'est toujours l'être humain, homme et femme. Homme ou femme, oui. Et aussi, une question tantôt, c'est sur les lesbiennes, mais le lesbianisme, c'est la même chose que l'homosexuel. Il n'y a pas de différence entre le lesbianisme et l'homosexualité. La seule différence est dans la forme. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on devrait être tolérant envers toute forme de sexualité tant qu'elle n'enfreint pas Je vais faire vous me permettez que je fasse, parce que puisque ça vient. On dit souvent, par exemple, que l'homosexuel souffre d'une mère autoritaire. Donc, on blâme la mère autoritaire. On a beaucoup parlé de l'homosexualité. On pourrait peut-être continuer sur d'autres sujets. Bon, mais ça va. On va sur d'autres choses. Ça sera le sujet de vos prochaines... Je vous suis, d'accord, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Allez. Est-ce qu'on pourrait être tolérant vis-à-vis l'utilisation de l'énergie sexuelle envers tout être humain tant qu'il ne devient pas violent physiquement ou moralement? Qu'il peut vivre sa sexualité comme bon lui semble à lui ou à elle, tant qu'il n'y a pas de violence vis-à-vis l'autre, sur le plan physique ou sur le plan spirituel ou mental. Il faut qu'il y ait de l'intelligence dans sa sexualité.
S'il n'y a pas d'intelligence dans sa sexualité, s'il y a violence, il n'y a pas d'intelligence. À ce moment-là, il faut qu'il y ait correction. Et si sa sexualité affecte l'humanité ambiante, parce que ton couple, si tu es dans un couple, tu as une femme ou tu as un mari, et si tu bats ton mari ou si tu bats ta femme dans la sexualité et que cette personne est dominée à cause de ta sexualité qui est ravageante, à ce moment-là, tu fais du dommage à l'humanité ambiante. À ce moment-là, il faut qu'il y ait correction. Mais si ce n'est pas le cas, que les gens vivent leur sexualité comme ils le veulent, si un couple trouve ça absolument extraordinaire de faire la sexualité 5 pieds de terre, qu'ils le fassent. C'est ça. Ça fait partie de leur sensibilité, de l'exploitation de leur astralité. Il n'y a pas de jugement à faire. Si lui, il est accroché par un câble et elle est accrochée par un câble, ils se rencontrent. Notre système... Mais le problème, c'est que si on vous invite, ou si on vous parle, et qu'on vous dit, moi, je fais ça comme ça, je suis dans un câble et ma femme est dans un câble, et que vous, par influence, vous voulez vous mettre dans le câble, c'est là que vous faites erreur. Vous comprenez? Il ne faut pas se laisser influencer. Et c'est ce qui se produit. C'est pour ça que je n'aime pas la pornographie ou toutes ces éducations, ces méthodes qu'on enseigne, parce que ce qui va pour un type d'homme ne va pas pour l'autre. Ce qui va pour un type de femme ne va pas pour l'autre. Oui, ça, vous en avez parlé dans la première heure, ensemble. Notre système judiciaire est extrêmement intransigeant et vis-à-vis les viols. Mais il y a des maris, légalement mariés avec leur épouse, qui la violent régulièrement. Alors, où situez-vous justement là, l'interprétation entre... Il y a une grosse différence entre violer sa femme et violer une étrangère. Lorsque l'on viole sa femme, il y a dans le couple une faiblesse dans la volonté de la femme. Une femme qui se fait violer par son mari, qui se fait abuser par son mari, si elle n'est pas intelligente, parce qu'elle n'est pas suffisamment forte dans sa volonté et qu'elle a peur et ainsi de suite, là, pour toutes les raisons que l'on connaît, à ce moment-là, ça fait partie de son expérience. Et elle en souffrira parce qu'elle n'a pas suffisamment de caractère pour mettre fin à cette expérience. Alors, le viol, dans un cas comme ça, ce n'est pas un viol. C'est simplement un déséquilibre dans la relation entre l'homme et la femme. La femme est trop faible pour mettre le haut là dans l'activité rampante de son mari. Tandis que lorsque un homme rencontre ou viole une étrangère, s'il s'agissait, excusez-moi si je dis moi, si j'étais dans le tribunal, je serais très sévère. Parce que c'est attaquer l'esprit, le mental, l'émotionnel et le physique d'une personne. Donc, c'est lui enlever la capacité et le droit à la rispote. Tandis que la femme, elle a le droit et la capacité à la rispote. Elle est capable de recréer l'équilibre. Mais la fille, à la riposte. À la riposte. Respote, c'est en anglais. Rispote. Ripote. Tandis que la femme qui est dehors n'a pas. Ça n'existe pas le mot rispote, rispoter, non? Riposter. Riposter, excusez-moi. Alors, la femme qui est à l'extérieur ne peut pas rispoter. Riposter? Et c'est, autrement dit, elle est totalement dominée. Tandis que la femme qui est à la maison n'est pas totalement dominée. Elle est très dominée, mais elle n'est pas totalement dominée. Mais ça, c'est un préjugé qu'on a dans notre société. Le mari, on dirait, c'est normal, il a tendance à aller fouiner partout. Puis la femme, elle attend tranquille à la maison. Ou la femme... Quand elle sera intelligente, elle ira fouiner elle aussi. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, en tout cas. Si c'est nécessaire. On ne fouine pas pour rien. On fouine quand il n'y a pas de foin. La prostitution, on en a parlé dans la première heure. Fouiner, ce n'est pas se prostituer, c'est fouiner. Il y a une différence entre fouiner et se prostituer. Oui, mais là, il y a question de foin dans la prostitution. C'est une autre sorte de foin. Il nous reste à peine 7 minutes. Vous dites que sur le plan astral, l'orgasme est meilleur. Si cette union a lieu, que procrée-t-elle? Qu'en résulte-t-il de l'orgasme astral? Sur le plan astral, l'orgasme, c'est parce que sur le plan astral, vous n'avez pas les limitations du système physique. Donc, automatiquement, la sexualité, elle est vécue à un autre taux vibratoire.
c'est une expérience qui est d'un autre ordre. Ce n'est plus une expérience qui est dominée par la matière. Il n'y a plus de matière, c'est une autre matière, c'est un autre. J'ai une question qui suit, puis comme il nous reste très peu de temps, l'amitié profonde apparaît-elle justement sur d'autres plans, comme le plan astral? Ce serait une forme L'amitié, d'amitié, oui. oui, l'amitié existe sur les autres plans aussi. Une amitié cosmique, là. L'amitié cosmique, ça n'existe pas l'amitié cosmique, mais l'amitié, la fraternité entre des entités et des intelligences sur d'autres plans existe, oui. S'aimer amicalement sans s'aimer charnellement, ça se peut. S'aimer amicalement sans s'aimer charnellement, ça se peut, oui, du moment qu'on n'est pas trop beau l'un l'autre. Bon, là, je fais des farces. Les autres questions que j'ai passées rapidement, c'est qu'elles ont été répondues. Que se passe-t-il au niveau éthérique lors de la relation entre l'homme et la femme? Que se passe-t-il au niveau éthérique dans le coït? La sexualité au niveau éthérique se fait au niveau de la thyroïde. C'est ici. C'est un autre plan d'énergie. Et l'homme connaîtra cette sexualité au cours de l'évolution, parce qu'au cours de l'évolution, lorsque l'homme aura cessé d'avoir besoin de son corps matériel, il pourra procréer sur les autres plans à partir de ce centre. Mais ce sera une sexualité beaucoup plus élevée, beaucoup plus parfaite et beaucoup plus puissante dans ses conséquences évolutives que la sexualité purement mécanique que nous connaissons aujourd'hui sur le plan matériel. Il y a des gens qui disent que dans une prochaine race, ce sera le larynx qui sera l'organe de la sexualité. Oui. Le verbe se fera chair, c'est-à-dire que c'est la voix, Oui. Le larynx sera le porteur de l'énergie pour la manifestation dans les terres de l'énergie sexuelle. Il y aura une connexion entre le larynx et toute la partie vocale de l'homme. Et cette connexion permettra à l'homme de connaître pour la première fois le pouvoir de la procréation, mais à partir d'un centre supérieur. Comme nous en sommes sur le verbe se fera chair, le Christ, sa vie sexuelle est quand même très cachée, on n'en parle pas. Mais à la fin de ses jours, on a laissé entendre qu'il se transmettait à l'humanité en disant « Voici pas mon fils, voici pas mes livres, mais voici le pain qui est mon corps et le sang qui est le vin qui est mon sang. » Cette forme de procréation de l'être à un autre niveau que le niveau charnel, signifie-t-elle justement cette forme de transfusion à d'autres plans, à d'autres niveaux? Ce que je veux dire tout simplement, c'est que l'être peut-il se procréer, persister en dehors de l'acte charnel, génital qu'on connaît? Ce n'est pas la raison pour laquelle il faisait cet acte. La raison pour laquelle il faisait cet acte, c'était pour permettre à l'homme, sur le plan symbolique, d'attribuer à son corps et à son sang une valeur magique. C'était pour permettre à l'homme de continuer dans le temps et dans l'espace l'expérience de sa conscience. C'était un contrat, c'était un covenant de continuation entre lui et ses disciples. Sur le plan cosmique, cette formule, ce rite magique n'avait pas d'importance parce que sur le plan cosmique, le symbole n'existe pas. C'est sur le plan astral que le symbole avait de l'importance, avait une valeur. Et si vous allez dans l'astral et vous regardez les archives de ce covenant, de ce contrat, vous réalisez qu'il y a dans l'expression « ceci est mon sang » l'explosion de sa conscience. Parce que l'explosion de la conscience du Nazaréen dans l'astral créait un soleil éblouissant. Son sang qui représentait symboliquement l'énergie occulte de son âme. Et si vous regardez l'expression « ceci est mon pain, ceci est ma chair »,
vous voyez dans l'astral un renversement de la polarité des âmes. Il y a eu dans ce mouvement un renversement de la polarité des âmes. Autrement dit, les âmes qui étaient très avancées ont été ramenées très près du plan de sortie vers la matière. Si vous parlez à des êtres qui sont morts et qui ont mémoire parce qu'ils ont accès à ces archives, vous verrez qu'ils vous diront que lorsque le Nazaréen a dit « Ceci est mon corps », le monde de l'astral a été renversé et ceux qui étaient très très avancés et qui étaient près des hauts plans de l'astral ont été ramenés sur les plans prêts à être exécutés, à être incarnés dans la matière. Autrement dit, ça invitait les âmes à revenir dans la matière pour la prochaine évolution. Et ceux qui sont les premiers dans cette expérience